Vous écoutez On lit pour vous. La Dream Team des vidangeurs. Un texte de Patrick Lagacé paru le 5 juillet 2026 dans la presse. En arrivant à la porte du restaurant vendredi à 5h57, j'ai vérifié. Il faisait déjà 25 degrés sous le gros soleil qui nous tape dessus depuis quelques jours. Dans le stationnement, il y avait 9 camions à ordures blancs d'Environnement 360 Solutions. Je venais rencontrer des forces de la nature, des hommes pas tuables, des fournisseurs d'un des services les plus essentiels de la société, des vidangeurs. Il faut l'être, force de la nature et pas tuable, pour ramasser les ordures de Montréal en temps normal. Ces jours-ci, avec les grandes chaleurs, c'est pire. La veille, j'avais écrit à Simon Paré-Poupard, le plus connu des éboueurs québécois, auteur du magistral essai « Ordures, journal d'un vidangeur », pour lui demander d'organiser une rencontre avec ses collègues. Il m'a répondu « Les vendredis, on déjeune au Allô Mon Coco du marché à 6 heures. Peux-tu être là? » Mais en. Il s'appelle Vincent, Maxime, Jean-François, César, Alfredo, Cédric, Philippe, Yann, Steve. Près d'une trentaine de gars menus en main. Ce matin, 8 rues de Parc Extension, 3 gars par camion, un chauffeur et 2 helpers, comme ils disent. Ma première question était simple. Elle partait de cette pensée que j'ai pour les vidangeurs quand je vois des déchets alignés sur le trottoir à 37 avec Humidex dans un Montréal transformé en sauna. Mais comment vous faites? Vincent. Quelqu'un qui n'a jamais fait ça, qui commence dans les grandes chaleurs, il t'offre pas. Maxime. Lundi, j'ai souffert, puis on n'était pas encore dans les grosses chaleurs. JF. Ça prend de la volonté. Là-dessus, ils chantent tous la même chanson. Oui, faut être en forme pour être vidangeur. Bon cardio, tout ça, mais c'est juste une partie de ce que ces athlètes du sac Glad ont dans leur coffre à outils. Ça prend surtout du cœur, poursuit JF. Ils ont tous des anecdotes de gars venus travailler et qui ne finissent carrément pas le premier shift. Ils se mettent à parler en riant d'un type qui s'entraînait pour des triathlons jamais revus après un seul quart de travail. Il rit en se remémorant tout ça. Il rit tout le temps. Et il y a aussi des greffes qui ne prennent pas, des nouveaux qui arrivent, qui chialent, qui n'ont pas de cœur au ventre. Maxime commence à raconter comment Yann, un chauffeur, a sacré le sac d'un nouveau hors de la cabine en utilisant un verbe qui voulait dire « dégage ». Qu'est-ce qu'il faisait de mal, ai-je demandé à Yann. Il avait une mauvaise attitude. Il chiolait. Si t'as un gars dans l'équipe qui se plaint, écoute, la job est pas le fun. Si tu veux pas travailler, si tu chiales, gros, reste chez vous. Il rit. C'est un rire de camaraderie. De gars qui vont au front ensemble. Ils se taquinent, se narguent. C'est parfois cru, jamais cruel. Comme dans un vestiaire de hockey, dit une voix. Cette équipe est payée à la job, pas à l'heure. C'est-à-dire qu'ils sont payés le même salaire que le ramassage des 8 rues de Parc Extension auxquelles ils sont affectés prennent 4 heures ou 12. Résultat? Ils préfèrent ça. Les gars se démènent pour finir le plus vite possible. Et c'est encore plus vrai aujourd'hui, c'est vendredi. Ils veulent finir le plus tôt possible. Maxime. On a une bonne équipe. Si un des trocs a fini, il va aider les autres. C'est pas comme ça dans toutes les équipes, dans les vidanges. Ce matin, les 3 œufs tournés, bin et patates, les 3 œufs brouillés ethos, le sandwich steak œuf avec fruits, englouti par les gars, c'est pour faire face à ces 8 rues de Parkex
qui ne sont pas, sachez-le, 8 rue Danzig. Steve, Parkex, c'est dense. C'est des immeubles à logement, 3-4 étages. Ça fait bien des vidanges. Vincent, dans Danzig, c'est surtout des unifamiliales. Puis le monde est discipliné, il composte. T'ouvres la poubelle, ça sent bon. C'est des sacs parfumés. Un mot sur les sacs à déchets, justement. J'ai demandé au gars comment les citoyens peuvent alléger la tâche de ces gazelles anonymes qui ramassent nos ordures. Je vous donne la liste dans le désordre. Utilisez de bons sacs, pas des sacs cheap qui ne résistent pas, qui s'éventrent facilement. Si c'est trop lourd pour vous, c'est trop lourd pour les vidangeurs. Divisez ça en 2 sacs. Ne mettez pas de verre cassé dans les sacs. Offrez-nous de l'eau. Envoyez-nous pas chier. Si on vous ralentit, on fait juste notre job. Là-dessus, m'ont-ils dit, les vidangeurs se font envoyer promener régulièrement pour toutes sortes de raisons. La première étant que le troc est là et qu'il avance pas vite, forcément, ça klaxonne, ça crie, ça se fâche. L'un d'eux, j'oublie lequel, m'a dit « Je pourrais me battre tous les jours. » Il résiste. Conseil perso aux citoyens impolis et impatients. Ces gars-là sont assez narfés, comme on dit, salement en forme. À votre place, je resterai poli et patient. Anyway. À 6h37, les factures sont arrivées, les gars ont commencé à quitter la table pour s'agglutiner autour des camions blancs dans le parking. Yann m'a lancé « Écris-les dans ton journal. Notre équipe, c'est la meilleure à Montréal. C'est la Dream Team. » C'est fait, mon Yann. J'avais encore des questions, mais il y avait un quartier à délester de ces vidanges et j'ai réalisé, en sortant du « Allô, mon coco », que je n'avais pas eu le temps de leur dire le but de cette chronique. De leur dire pourquoi j'étais venu noter leurs paroles dans mon calepin. Le but de cette chronique, les gars, c'est juste pour dire un gros merci. Canicule ou pas, vous faites un des métiers les plus importants de la société. C'était la Dream Team des vidangeurs, un texte de Patrick Lagacé, paru le 5 juillet 2026 dans La Presse. Bingo, un jeu rassembleur au cœur de la vie québécoise. Un texte de Catherine Gilles paru le 18 février 2026 dans BANQ. Imaginez, 14 000 personnes occupent le Forum de Montréal, l'ancêtre du Centre Bell. Dans la plus grande fébrilité, elles se préparent à jouer au bingo. Pendant plusieurs décennies, ce jeu a occupé une place importante dans la vie sociale des Québécoises et des Québécois. Voici son histoire. Les origines du bingo. Il y avait des jeux de hasard sur le territoire du Québec actuel bien avant l'arrivée des Français. Certains peuples autochtones s'adonnaient déjà aux jeux de dés ou de plats, d'osselets et de paille. C'est toutefois en Italie, à la même époque, lors de la Renaissance, qu'on voit pour la première fois des jeux consistant à former des séries de chiffres aléatoires. Un boulier contenant des numéros à mélanger, puis à piger. C'est le principe de base du gioco del loto, le jeu du loto. Apparu au XVIe siècle, il s'agit en quelque sorte de l'ancêtre du bingo. Le jeu tel que nous le connaissons aujourd'hui est né lors de fêtes foraines aux États-Unis durant les années 1920. On y joue à un jeu nommé Bino. Chaque joueur reçoit une carte où apparaissent des séries de chiffres ainsi qu'un sac de haricots. Quelqu'un pige des chiffres et les annonce à voix haute. Les haricots sont alors utilisés pour couvrir les cases affichant les numéros entendus. La personne gagnante est celle qui parvient en premier à obtenir une ligne complète avec ses haricots écrits « Bino ».
Edwin S. Lowe, un marchand new-yorkais adepte de ce jeu qui éprouve des difficultés financières durant la Grande Dépression, décide d'organiser des soirées de Beano. C'est un autre participant aux fêtes foraines américaines, Hugh J. Ward, qu'on attribue le mérite d'avoir fixé les règles du jeu qu'il a exposé dans un livre publié en 1933. Plusieurs théories existent quant à l'origine du mot « bingo ». Une d'entre elles allègue qu'une invitée aux soirées de M. Lowe aurait lancé « bingo » plutôt que « bino » lors d'une partie. Une autre fait plutôt référence au terme que criaient les pilotes américains de la Seconde Guerre mondiale lorsqu'ils atteignaient leur cible. L'apothéose d'un jeu interdit. Jusqu'au début des années 1960 au Québec, le bingo était condamné par le clergé, comme l'ensemble des jeux de hasard. Parier était alors un acte répréhensible aux yeux de la religion catholique. À partir de la Révolution tranquille, toutefois, les gens désertent de plus en plus la messe. Et les revenus encaissés grâce à la quête se font nettement moins élevés. Le clergé utilise alors le bingo pour renflouer ses coffres et continuer à entretenir ses églises. On transforme donc des sous-sols d'églises en salles de bingo. Le bingo sous le contrôle de l'Auto-Québec. Il est plutôt mal vu que le clergé organise des soirées de bingo. Après que des scandales ont éclaté à la suite de détournements de fonds, le jeu tombe finalement sous la supervision de l'Auto-Québec à la fin des années 1970. Cette société d'État avait été créée en 1969 afin de superviser les jeux de hasard. Dorénavant, seuls les organismes sans but lucratif peuvent organiser ces soirées de jeux. Des inspecteurs sont également engagés pour s'assurer que tout se déroule dans les règles. En 1997, l'Auto-Québec crée la Société des bingos du Québec. Le déclin du bingo. Au début des années 2000, la multiplication des jeux en ligne accélère le déclin du bingo qui connaissait déjà moins de succès depuis une décennie. De plus, l'augmentation des coûts de l'immobilier dans les grandes villes fait en sorte que les salles de bingo deviennent beaucoup moins rentables. Finalement, les modifications apportées à la loi sur le tabac qui entre en vigueur en 2006, lesquelles comprennent l'interdiction de fumer dans les lieux publics, notamment les salles de bingo, s'avèrent un facteur déterminant pour la suite des choses. Les salles de bingo étant fréquentées par bon nombre de fumeurs, la chute de l'achalandage est drastique. Dans une ultime tentative de raviver l'intérêt des Québécois pour ce jeu, la Société des bingos du Québec invente le Kinzo, mélange de bingo et de kino, un jeu de mise. Le succès n'est toutefois pas au rendez-vous. En parallèle, des stations de radio communautaires diffusent des parties en ligne permettant notamment aux habitants de certaines régions isolées de s'y adonner et aux communautés de financer des activités. Si les adeptes de la première heure demeurent fidèles, les nouvelles générations boudent ce loisir d'une autre époque. Gageons toutefois que les jeux de hasard qui ont traversé l'histoire n'ont pas dit leur dernier mot. C'était Bingo, un jeu rassembleur au cœur de la vie québécoise, un texte de Catherine Gilles paru le 18 février 2026 dans Banque, BANQ. Pour une école plus juste. Un éditorial de Claudine Saint-Germain paru le 5 juillet 2026 dans Le Devoir. Si le prochain premier ministre du Québec déclare que sa priorité sera l'éducation, il est probable que son engagement soit accueilli avec des commentaires sarcastiques. Ce ne sera pas la faute du cynisme ambiant, mais bien celle de François Legault, qui, après avoir fait une telle annonce après son entrée en poste, a laissé un système d'éducation en plus piètre état à son départ qu'à son arrivée. Notre système d'éducation a pourtant besoin que le prochain gouvernement fasse preuve d'un courage politique à la hauteur des problèmes qui l'affligent. Passons rapidement sur l'état physique des écoles, aussi mal en point que nos autres infrastructures. Le rattrapage nécessaire est certes colossal, mais rénover des bâtiments est une tâche qui fait consensus et qui est réalisable si on y accorde le budget nécessaire.
C'est une autre paire de manches pour les maux systémiques de l'école québécoise. Fort abandon de la profession enseignante, pénurie de professionnels de soutien, taux de décrochage toujours trop élevé, disparité de résultats entre les garçons et les filles, inégalité des chances entre élèves de milieux socio-économiques différents. L'énumération a de quoi décourager. Mais depuis plusieurs années, des voix s'élèvent pour dire que ces problèmes prennent racine dans le même terreau. Celui de la ségrégation scolaire, aussi connue sous le phénomène d'écoles à 3 vitesses. D'abord, les écoles privées, subventionnées à 60%, qui coûtent quelques milliers de dollars et sélectionnent souvent leurs élèves sur la base des rendements scolaires. Puis les programmes pédagogiques particuliers des écoles publiques, qui exigent aussi des frais et sélectionnent les élèves. Et enfin l'école publique ordinaire, qui accueille les élèves restants, 56% du nombre total d'élèves, selon les recherches faites par Gabriel Nadeau-Dubois pour son livre blanc sur l'école à 3 vitesses et la réussite des garçons. La réalité est bêtement mathématique. Si on divise les enfants en 2 groupes et qu'on place d'un côté ceux provenant de familles aisées et qui ont de la facilité à l'école, alors l'autre côté regroupe la majorité de ceux qui viennent de foyers défavorisés, qui éprouvent des difficultés d'apprentissage ou qui ont des difficultés comportementales. C'est ainsi qu'on se retrouve avec des classes où une grande proportion des élèves ont des besoins particuliers. Ces classes sont confiées aux enseignantes débutantes parce que leurs aînés choisissent des classes plus faciles. Les jeunes enseignantes, assommées par l'ampleur de la tâche, démissionnent au bout de quelques années. Les élèves, ne bénéficiant pas de l'aide dont ils auraient besoin, voient leurs problèmes s'alourdir. La tâche d'enseigner devient plus difficile. Les familles qui en ont les moyens se serrent la ceinture pour éviter à leurs enfants de se retrouver dans ce contexte. Les autres n'ont pas le choix de s'en contenter. Voilà ce qui avait conduit le Conseil supérieur de l'éducation à avancer en 2016, dans un rapport, que le Québec avait le réseau scolaire le plus inéquitable du Canada. 10 ans plus tard, la situation est la même, avec des conséquences sérieuses sur les élèves d'abord, puis sur le personnel scolaire. Le premier pas dans la bonne direction du prochain gouvernement serait de reconnaître l'existence du problème. Ce serait une avancée énorme par rapport à l'aveuglement qu'on a observé jusqu'à présent. Il faudrait ensuite lancer un exercice qui permettrait à la fois de consulter la population et de susciter son adhésion à un projet de refonte plus équitable du système. Un rapport parent 2.0 dont la crédibilité serait essentielle pour qu'on s'engage dans une telle transformation. Car, soyons lucides, si un système reste en place aussi longtemps, c'est qu'il fait l'affaire de certains. Il faudra beaucoup de courage pour aller contre la volonté de parents attachés à un modèle qu'ils perçoivent comme étant le meilleur pour leurs propres enfants. Viendrait ensuite le chantier d'inventer la suite, une tâche qui peut apparaître immense, mais pour laquelle des scénarios existent déjà. Ailleurs au Canada et dans le monde, des systèmes d'éducation regroupent public et privé de façon harmonieuse et équitable. On pourrait même partir du plan de réseau scolaire commun élaboré par le mouvement École Ensemble, qui est régulièrement loué pour sa cohérence, son pragmatisme et son équité. Le grand Guy Rocher lui-même lui a donné son appui. La révolution que cela créerait dans le réseau scolaire serait certainement majeure, mais l'ampleur des problèmes actuels, qui vont en s'aggravant, devrait obliger nos futurs ministres de l'Éducation à faire preuve d'ambition. Après tout, l'éducation est l'avenir de la nation québécoise, comme le disait si bien François Legault. C'était « Pour une école plus juste », un éditorial de Claudine Saint-Germain paru le 5 juillet 2026 dans Le Devoir. La normalisation tranquille de l'exclusion scolaire. Une chronique de Patrice Lemieux-Breton,
paru le 13 mai 2026 dans Droits et Libertés. Depuis quelques années, le collectif pour le droit à la scolarisation tente d'attirer l'attention du grand public et du gouvernement sur une réalité en pleine expansion, l'exclusion scolaire des élèves en situation de handicap ou en difficulté d'apprentissage ou d'adaptation, HDAA. Le gouvernement québécois devrait impérativement s'efforcer d'inverser cette tendance qui tend à se normaliser. Le premier rapport du ministère de l'Éducation sur le sujet remonte à 2021. Les statistiques officielles dénombraient alors 1481 élèves en situation de bris de service, un nombre qui est passé à 3417 en 4 ans. Les données en soi n'ont rien pour rassurer, mais il importe de souligner qu'en plus, elles ne donnent qu'un portrait partiel du problème. En effet, elles ne tiennent pas compte des élèves qui subissent des ruptures de scolarisation durant moins de 2 semaines consécutives, ni des élèves dont la scolarisation à temps partiel est prévue dans un plan d'intervention, par exemple. Cela veut dire que sont exclus des statistiques officielles tous ces cas où un ou une enfant se fait renvoyer à la maison au beau milieu de la journée, où un ou une autre doit y rester parce que son éducateur ou éducatrice est tombé malade, sans oublier l'enfant de maternelle qui se fait imposer un horaire de seulement 1 ou 2 heures de classe par jour pendant plusieurs mois. Cela veut aussi dire que les 24 élèves de l'école de Mousseron, à Lévis, dont les classes d'intégration scolaire adaptées ont été fermées pendant 1 semaine en février dernier, à cause d'un manque de personnel, ne feront pas partie des statistiques gouvernementales. Bris de droit. Dans son rapport d'activité 2024-2025, le protecteur national de l'élève a été obligé de rappeler que, malgré ses recommandations de l'année précédente, les centres de services scolaires ne semblent pas vouloir corriger le tir. La prévalence et la récurrence de problématiques déjà identifiées l'inquiètent, comme les bris de service ou de scolarisation, trop souvent constatés à l'issue de situations complexes, pour lesquelles le recours à la suspension prolongée, prématurée ou inappropriée, ou bien le retour à la maison sont imposés à l'élève et à ses parents, malgré les obligations de scolarisation et de prestation de services éducatifs adaptés qui incombent aux établissements scolaires. Il insiste sur le fait que peu importe l'âge de l'élève ou la réalité avec laquelle il compose, chaque situation de bris de service le prive de son droit aux services éducatifs prévus par la loi sur l'instruction publique et le régime pédagogique de l'éducation préscolaire, de l'enseignement primaire et de l'enseignement secondaire. Ces événements demeurent préoccupants en raison de leurs impacts souvent majeurs sur les élèves et leurs familles. Tous les moyens nécessaires doivent être entrepris pour assurer la scolarisation des élèves. En effet, la loi sur l'instruction publique stipule que l'État a l'obligation d'offrir des services éducatifs qui répondent aux besoins individuels de l'ensemble des élèves, y compris les élèves HDAA. En tolérant l'exclusion scolaire de ces derniers et dernières, le gouvernement québécois bafoue ouvertement les engagements qui lui incombent en vertu du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, PIDESC, et de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. C'est pourquoi, en mars 2025, le collectif pour le droit à la scolarisation s'est allié à la Clinique internationale de défense des droits humains de l'UQAM pour porter la situation à l'attention des comités des droits des personnes handicapées des Nations unies. Les 2 organisations lui ont souligné que le Québec peine à assurer la pleine réalisation du droit de l'éducation pour les élèves HDAA. Des conséquences majeures. Le travail de recherche mené par le collectif a permis de mettre en lumière les conséquences majeures de la déscolarisation. Les élèves, privés des apprentissages et des services complémentaires auxquels ils ou elles devraient avoir accès, subissent du rejet et de l'exclusion au lieu de côtoyer d'autres enfants et d'apprendre à vivre en société. Du côté des parents, plusieurs rapportent les incidences financières que les bris de scolarisation peuvent entraîner. Certaines doivent réduire leurs heures de travail, alors que d'autres doivent carrément abandonner leur emploi pour pouvoir s'occuper de leur enfant à la maison. Cela peut affecter la santé mentale des parents, qui vont souvent vivre plus d'isolement, d'anxiété et d'épuisement à cause de la situation. Les cas observés permettent d'affirmer qu'en grande majorité, ce sont les femmes qui subissent ces conséquences. Changement de cap. Devant la gravité du problème, un changement de cap s'impose évidemment. Cela vaut non seulement pour les élèves et leurs parents, mais aussi pour le personnel scolaire qui voit ses conditions de travail se détériorer. Une des causes actuelles de l'augmentation des bris de scolarisation est la pénurie et l'instabilité du personnel de soutien scolaire, notamment en ce qui concerne les techniciens et techniciennes en éducation spécialisée. Ce manque de personnel
découle lui-même d'une dégradation et d'une précarisation des conditions de travail et d'un manque de reconnaissance. Pour assurer la réalisation du droit à l'éducation des élèves HDAA, il faut s'assurer que le personnel scolaire ait droit à des conditions de travail justes et raisonnables. Une des causes actuelles de l'augmentation des bris de scolarisation est la pénurie et l'instabilité du personnel de soutien scolaire. Plusieurs acteurs sociaux, syndicaux et politiques demandent la tenue d'états généraux sur l'éducation, une remise en question de l'école à 3 vitesses et un réinvestissement massif dans le réseau scolaire. Il est urgent que cette transformation s'opère et qu'elle soit guidée par l'objectif de voir se réaliser le droit à l'éducation pour l'ensemble des enfants vivant au Québec, y compris les élèves HDAA. C'est en ce sens que le collectif a contribué au Livre blanc citoyen du mouvement Debout pour l'école, dont il appuie les revendications. À court terme, le collectif demande aux partis politiques qui aspirent à prendre le pouvoir en octobre prochain quels seront leurs engagements sur cet enjeu. Parmi ces revendications, il réclame qu'un état de situation soit produit par le ministère de l'Éducation afin d'avoir une vision juste de l'ampleur de la problématique et d'en suivre l'évolution, en incluant la compilation et la publication des données touchant la déscolarisation et la scolarisation à temps partiel des élèves HDAA. Pour cela, le ministère devra utiliser une définition moins restrictive des bris de scolarisation. Ensuite, le collectif demande qu'une réflexion soit amorcée afin de dégager des pistes d'action structurantes en impliquant les différentes parties prenantes, enseignants, enseignantes, gestionnaires, parents, élèves, organismes responsables du transport scolaire, etc. Finalement, il propose qu'un plan d'action soit élaboré et mis en œuvre rapidement afin d'améliorer significativement la situation dès les prochaines années, afin que le droit à l'éducation de tous et toutes soit effectif au Québec. Le collectif pour le droit à la scolarisation. À l'automne 2021, des parents affectés par les bris de scolarisation et des alliés ont formé le Comité pour le droit à la scolarisation. Rapidement, la Ligue des droits et libertés, section de Québec, a pris le comité sous son aile pour lui donner le temps de se consolider et de prendre son envol. C'est ainsi que le collectif pour le droit à la scolarisation a officiellement vu le jour le 19 mars dernier à Québec. Le nouvel organisme s'est donné pour mission de veiller au respect du droit à l'éducation, sans discrimination, des élèves en situation de handicap ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage, HDAA, dans une perspective d'inclusion et de réduction des inégalités, et pour offrir du soutien aux familles affectées par des bris de scolarisation. C'était La normalisation tranquille de l'exclusion scolaire, une chronique de Patrice Lemieux-Breton, parue le 13 mai 2026 dans Droits et libertés.